Bonjour tout le monde, je suis Nina Gorlier, je suis autrice de l'imaginaire et aujourd'hui je vais vous plonger dans l'univers de Miranda, ma première novella publiée aux éditions du Chat Noir. J'ai déjà fait une vidéo de la sorte en juillet dernier qui était consacrée à mon premier roman publié, La Bête du Bois Perdu. J'avais adoré faire ce genre de vidéo, me replonger dans l'écriture de mon roman, dans mes inspirations, et vous partager ça. Donc je me suis dit pourquoi pas retenter l'expérience avec cette fois un de mes livres du Chat Noir, et donc j'ai décidé de vous parler de Miranda. Miranda, c'est une novella qui est sortie en 2022. Alors je vais me replonger dans la jeunesse de ce roman-là, dans mes inspirations, mais ça va être aussi une vidéo de recommandations d'œuvres, de lectures, de films, de séries, qui sont en lien avec Miranda, qui sont du même genre, des œuvres que si vous avez aimé Miranda, vous aimerez ces œuvres-là, et vice-versa, si vous aimez ces œuvres-là, alors voilà pourquoi vous pourrez peut-être aimer Miranda. C'est un peu aussi une vidéo recommandation. J'ai eu l'idée de Miranda en 2019. À l'époque, j'avais qu'un seul roman publié à mon actif, donc La Bête du Bois Perdu. Et je pensais pas vraiment à l'après, mais il y avait des idées ici et là qui commençaient à germer dans mon esprit. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, il y a eu un mix un peu de plusieurs choses. J'ai découvert la série The Haunting of Hill House sur Netflix et tout ce qui était d'autres œuvres autour de la maison hantée. C'était vraiment ma période. J'ai découvert le film Picnic à Hanging Rock, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Et il y avait aussi à cette époque le lancement de la maison d'édition Macabre, une jeune maison d'édition indépendante qui était donc consacrée à tout ce qui était gothique et horrifique. Et donc tout ça a fait un mix dans ma tête, et voilà comment est née l'idée de travailler sur les fantômes, la maison hantée, l'idée de Miranda. Sauf que 2019, c'était aussi une période difficile de ma vie. J'étais en train de vivre un deuil depuis septembre 2018. Donc créativement, j'étais là sans être là. J'avais des idées, mais quand il fallait les coucher sur le papier, quand il fallait écrire, l'acte d'écriture en lui-même était vraiment devenu difficile. Comme plein d'autres choses dans ma vie, hein, j'étais vraiment mal d'un point de vue psychologique. Donc ça a entraîné un blocage créatif, s'ajoutait à cela le fait que finalement, Macabre Édition, qui était donc la maison d'édition qui m'avait en partie donné l'idée de travailler sur ça, n'a pas fait long feu malheureusement, alors que c'était un très beau projet. Et il y avait aussi la question, ce qui se posait, que faire de cette histoire, puisque Miranda, c'est une novella, je l'ai créée comme telle, enfin je l'avais même pas conscientisé que c'en serait une, mais l'histoire, comment elle m'est venue, comment je l'ai travaillée, a fait que c'était un format court et que je pouvais pas l'étaler, ça aurait été trop artificiel de rajouter des pages juste pour avoir des pages, mais donc comme c'est une novella, elle rentrait pas dans la plupart des nombres de mots minimum, nombre de signes minimum demandés par les maisons d'édition. Donc voilà, format court, fantastique. À l'époque, c'était pas très courant, c'était rare d'avoir ce genre de format dans l'édition française en tout cas. Donc voilà pourquoi la pauvre Miranda s'est retrouvée un peu abandonnée. J'avais écrit je crois 2-3 chapitres à l'époque, mais j'arrivais pas. Je l'avais mis de côté, je l'ai mis dans un tiroir pour une autre fois peut-être quand j'irai mieux, quand j'aurai les idées plus claires. Je savais que c'était un projet intéressant et que je voulais pas l'abandonner complètement. Mais voilà, et entre-temps j'ai retrouvé le chemin de l'écriture après coup avec mon deuxième roman achevé, La Mélodie des Limbes, donc je vous reparais je pense bientôt dans une autre vidéo dédiée si ça vous intéresse. J'ai retrouvé le chemin d'écriture donc avec La Mélodie des Larmes, ça allait mieux, j'ai pu faire mon deuil, petit à petit je me suis reconstruite, j'ai entamé un troisième roman, Le Reflet Brisé, et à ce moment-là, on était donc en 2021, les éditions du Chat Noir, qui est une maison d'édition que j'aime beaucoup, que j'ai toujours aimée, qui est un peu connue dans le paysage éditorial français, comme un peu la spécialiste de tout ce qui va être gothique, fantastique, horrifique, étrange. Donc cette maison d'édition rouvre sa soumission de manuscrit, qui est un fait assez rare pour être souligné, puisque ça faisait des années, je crois, que c'était pas le cas. Et donc là, une nouvelle opportunité s'ouvre pour moi, puisque, en plus d'ouvrir ses manuscrits, le Chat Noir lance une nouvelle collection, une collection de novellas, ce qui était pour moi la première fois que je voyais ça en France. Et donc les étoiles se sont un peu alignées. Soumission dans une maison d'édition que j'aime beaucoup, que j'admire, qui est dans la ligne éditoriale, c'est parfaitement Miranda, c'est de l'étrange, du macabre, du gothique,
et format court. Bah j'ai dit je tente ma chance. Donc à ce moment-là, en 2021, je ressors enfin Miranda du tiroir où elle prenait la poussière. Je me replonge dedans, je vais réécrire ce que j'avais écrit des années avant. Et je vais achever ce manuscrit parce que j'avais une deadline, je crois que c'était peu dans l'été. Donc j'envoie peu dans l'été 2021 mon dossier au Chat Noir. Quelques semaines plus tard, Cécile, l'éditrice du Chat Noir, me contacte comme quoi le dossier les intéresse et donc ils voudraient avoir le manuscrit entier. Je leur envoie et quelques semaines plus tard, j'ai le 8 tant attendu. J'étais tellement heureuse et je crois que ça a coïncidé à l'époque. Donc là, on doit être automne 2021. Donc la Mélodie des limbes sortait et je signais le contrat de Miranda à peu près dans la même période que je signais le contrat du Reflet brisé. Mon 3e roman, donc ma première novella, 4e roman, Miranda, appelez ça comme vous voulez. J'étais vraiment sur mon petit nuage et ça allait mieux niveau écriture et dans ma tête. Un nouveau départ. Et voilà comment Miranda a pu trouver son éditeur. Et avec le recul, je me dis que j'ai bien fait de m'engouffrer à ce moment-là, puisque les éditions du Chat Noir n'ont plus jamais rouvert leur soumission après cette période-là. Donc je suis vraiment contente que ça a été un alignement d'étoiles, un rendez-vous trouvé, et nous voilà aujourd'hui. L'animal avait les yeux révulsés, la bouche béante et les entrailles à vif. Sous sa fourrure blanche, sa peau se soulevait par-dessus la danse affamée des asticots. Une douce puanteur émanait de la chair qui se putréfiait. Je ne parvenais pas à détourner la tête, comme il aurait été convenable de le faire. Au contraire, j'éprouvais une profonde fascination pour ce tableau, trouvant dans cette charogne une beauté inimitable. Devant mes mains blanches, je m'interrogeais sur mon propre sort. Elle ne se flétrirait jamais. Quant à mon âme, j'ignorais si elle finirait par se décomposer. Donc vous l'avez compris, je l'ai assez dit je crois, mais Miranda c'est un format court, une novella, alors qui revisite le topos de la maison hantée. Et c'est difficile de parler d'une novella sans divulgacher des choses quoi. Mais bon, désolée, je me dis c'est le concept de la vidéo, je vais vous parler de l'histoire de Miranda, sa jeunesse, donc son intrigue, c'est mes inspirations, ce que j'ai voulu y insuffler. Donc c'est un peu le contrat de la vidéo. Si vous voulez vraiment rien savoir, allez le commander, faites-moi confiance. Le principe, c'est qu'on est dans la tête de Miranda, le personnage éponyme, la protagoniste, celle qui donne son nom, son prénom au titre de la novella. C'est une adolescente au caractère assez particulier que j'adorais écrire, travailler, explorer. Elle est jalouse, possessive, un brin naïve, rêveuse, solitaire, ou plutôt seule. Et c'est sur elle que repose un peu tout le roman, puisque tout le roman, enfin toute l'histoire va être narrée à travers sa psyché étrange et déformée. L'histoire de Miranda, elle commence ainsi. En cette fin d'après-midi, maman quitta la maison en m'oubliant derrière elle. Miranda, elle regarde impuissante sa mère qui l'abandonne, elle et leur maison, et elle peut rien faire parce qu'elle est prisonnière de cette maison, de ce terrain, elle ne peut pas quitter, elle ne peut pas franchir la grille du jardin. Et donc, restée seule ici, Miranda, elle va être condamnée à attendre jusqu'à ce qu'il y ait des intrus qui vont essayer de s'introduire dans sa maison. Elle va pas forcément bien le prendre, vous imaginez, jusqu'au jour où il y a une nouvelle famille qui vient s'installer dans la maison de Miranda. Et là, ce qui change, c'est que dans cette famille, il y a un jeune homme qui s'appelle Allen. Un jeune homme qui va intriguer Miranda. Allen, il va s'installer dans l'ancienne chambre de la jeune fille. Et là, l'histoire va basculer. Miranda va développer un intérêt tout particulier pour Allen. Et je vous laisse deviner où ça va aller. Je pense que pour parler de Miranda, il faut que je vous parle d'un genre que j'aime beaucoup, qui s'appelle le Southern Gothic, avec l'accent, vous avez vu. Alors, le Southern Gothic, c'est un genre qui est typiquement du sud des États-Unis. Grosso modo, si je vous parle de certains visuels, ça va tout de suite vous parler, je pense. C'est ce côté gothique,
mais au soleil, sous la chaleur, quelque chose d'humide, de suintant, de sueur. Euh, Imaginez, enfin moi quand j'avais l'idée de Miranda en tête, tout de suite le décor, j'avais cette maison un peu victorienne de bois blanc au milieu de la campagne, isolée, cette fin d'été, début d'automne, donc on a la chaleur, l'herbe jaunie, le son des grillons, ce genre de choses, des sauterelles, la nature très présente, l'herbe rêche, sèche, vraiment, ce genre de couleurs. Je vais vous mettre des visuels, des tableaux aussi qui me faisaient penser à ça. Et aussi on a dans le Southern Gothic, on a la critique aussi d'une certaine forme de puritanisme, on a des personnages étranges et isolés. Et alors dans Miranda, on est vraiment dans ça. Pour le coup, personnage étrange et isolé, on l'a. Et il a une certaine critique du puritanisme aussi, de la figure au sein de la famille. J'en dis pas plus. Mais voilà, c'était vraiment ça que je voulais insuffler, que j'avais en tête en tout cas quand j'ai commencé l'écriture de Miranda. Et ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, j'avais pas forcément conscience que c'était le Southern Gothic. J'écrivais Miranda en sachant que c'était dans... Enfin, la temporalité est un peu diluée dans la narration de la jeune fille, mais il n'y avait pas de géographie vraiment définie. Il y avait un flou qui était voulu, puisque tout est flou dans cette histoire. Mais je savais qu'on est dans un pays anglo-saxon, en tout cas avec des noms anglophones, avec ce côté, cette chaleur sointante, poisseuse, donc ça peut être très bien le sud des États-Unis, ou alors l'Australie aussi, puisque l'une de mes inspirations se passe en Australie, encore une fois je vais revenir dessus, petit teasing. Donc voilà, vraiment, je voulais ce parti pris de mettre de l'horreur, du gothique, de l'horreur au soleil, la peur en plein jour, dans la lumière. C'est quelque chose qui me fascine et que j'aime beaucoup esthétiquement. Quelque chose de poisseux, voilà, c'est ça. Et j'espère que j'ai réussi à le transmettre dans l'ambiance de Miranda. Je viens enfin à ce que je vous disais depuis tout à l'heure. Cette œuvre que j'ai découverte, qui m'a donné l'idée de Miranda, cette œuvre qui se passe en Australie, c'est Picnic à Hanging Rock. Alors j'ai découvert le film, mais vous pouvez le découvrir sous différents formats. Picnic à Hanging Rock, c'est une ambiance très particulière, dont l'esthétique et les personnages m'ont inspiré pour Miranda. Ça se passe en Australie en 1900. Alors c'est la Saint-Valentin, mais en Australie, qui dit hémisphère sud, dit inversion des saisons. Du coup, février pour eux, c'est l'été. Et vraiment, l'été est caniculaire. On sent la chaleur qui émane de la terre, qui remonte, le soleil torride qui vous brûle le visage, ce genre de choses. Et parmi cela, parmi cette ambiance où la nature est très présente, puisqu'on va faire un pique-nique dans la nature, on a donc ces jeunes filles qui sont dans un pensionnat, qui sont toutes vêtues en robe blanche type édouardien, puisque c'est l'époque et ce sont des jeunes filles. Donc il y a ce côté vraiment presque figure fantomatique des jeunes filles éthérées, robe blanche, cheveux longs, dans la nature. Et c'est vraiment ça que je voulais, d'où le fait que Miranda, quand on a fait le briefing pour la couverture, c'était vraiment les inspirations que je donnais. Miranda qui a les cheveux, roux, elle, mais lâchés, sauvages, avec les fleurs qui se mêlent à sa chevelure, et cette robe blanche, qui est blanche au début et qui va se salir petit à petit avec la tache de terre et les taches plus rouges, c'est ce que vous voyez ce que je veux dire. Dans cette œuvre que j'aime beaucoup, qui raconte donc la disparition en fait de 3 jeunes filles, la disparition mystérieuse de 3 jeunes filles lorsqu'elles vont à ce pique-nique à Hanging Rock, et elles disparaissent, elles ne reviennent jamais. Comme c'est du fantastique, il n'y a pas vraiment de réponse qui est donnée, c'est ça qui me fascine dans cette œuvre. Et l'une des 3 jeunes filles, qui est un peu l'héroïne du roman sans vraiment être là puisqu'elle disparaît au début, elle s'appelle Miranda. Et donc j'ai tellement adoré ce personnage et l'ambiance qu'il y avait tout autour de cette disparition, que j'ai décidé, c'était évident que mon fantôme à moi s'appellerait Miranda. Et surtout, ce qui m'a marqué dans cette œuvre, c'est la façon dont la nature est filmée, quand ils sont donc dans cette forêt au pied du Hanging Rock, de ce rocher magnifique et géant. Il va y avoir des zooms sur la nature, et les jeunes filles et leurs précepteurs vont être assoupis dans la chaleur de l'après-midi, et une sorte de sieste
étrange, comme si c'était une fatigue qui s'abattait sur elle au moment où le fantastique s'installe dans l'histoire. Et on va avoir des zooms de la caméra sur les restes du pique-nique, le gâteau de la Saint-Valentin qui est resté dans l'air, mais du coup on va voir les fourmis qui vont se glisser dessus, la nature qui reprend ses droits, l'esprit qui divague, voilà, vraiment une dissociation presque du corps. Et c'est cette chose-là que je voulais travailler, et moi j'ai pris cet aspect-là et je l'ai accentué pour qu'il y ait vraiment une obsession de la nature qui se transforme, une obsession qui va être transmise à travers le personnage de Miranda qui évolue dans cette nature étrange. D'où, alors, c'est sur la couverture, on va voir ces fleurs qui vont faner et qui vont, comme on voit ici, qui vont même brûler sous le soleil. Il y a toute une scène avec le cadavre d'un animal, il y a aussi tous les fruits qui vont pourrir, moisir. Vraiment, donc il y a toute une odeur écœurante, toute une esthétique autour de ça qui va être décrit d'une façon poétique et macabre en fait. C'est la poésie qui rend sublime le macabre à la manière de la charogne de Baudelaire, à mon humble échelle bien sûr, mais c'était cette idée. C'est tout ce qui va être rouillé, sointé et qui va être vu à travers Miranda, qui va avoir une fascination pour tout ce qui va pourrir et moisir. Et c'était intéressant de travailler le paradoxe, la différence entre cette vie et cette mort, donc les choses qui vieillissent et qui vont ensuite pourrir, et Miranda qui, elle, par sa nature, ne vieillit pas, ne change plus, puisqu'elle est prise entre deux états, la vie et la mort, entre deux âges, l'enfance et l'âge adulte. Donc elle est condamnée à rester la même, et c'est pour ça qu'elle va être fascinée en tant que chose immuable, elle va être fascinée par ce qui se dégrade au fur et à mesure du temps qui passe. Autre inspiration, ce sont les narrateurs non fiables, comme on peut appeler ça, le unreliable narrator, ils appellent ça les anglophones. Donc c'est souvent, tout le temps même je pense, à travers les narrateurs à la première personne. D'ailleurs j'en profite, petite pub, mais j'ai fait un épisode du podcast que je vous mets par là, avec Sacha Morage dédié donc à la narration à la première personne. J'avais adoré enregistrer cet épisode avec elle. Et donc on revient dessus hein, sur le narrateur à non fiable, mais moi c'est quelque chose c'est un procédé narratif que je trouve très intéressant en tant que lectrice, mais aussi en tant qu'autrice. C'est quelque chose, j'adore travailler et jouer un peu avec le lecteur à travers ce procédé narratif. Et il y a plusieurs exemples. Un des exemples les plus connus, je pense, parce qu'il est aussi marquant jusqu'où il va pousser dans le glauque, c'est Humbert, le personnage et narrateur non fiable de Lolita de Nabokov, puisqu'on est dans la tête d'un pédophile. Donc voilà, mais à tel point qu'il a réussi à tromper le lecteur que le terme Lolita, qui désignait une victime de base, maintenant désigne une jeune nymphette, ce qui est complètement à l'encontre de ce que voulait l'auteur et va plutôt dans la vision déformée et sale et horrible de Humbert, vous voyez. On n'est pas là-dessus dans Miranda, vous inquiétez pas, mais il y a ce côté-là où ce que va dire la narratrice va influencer et tromper plus ou moins consciemment le lecteur, et c'est quelque chose que j'ai adoré travailler. Puisque j'ai pu changer un peu ce rapport au temps, à l'espace, aux autres, à son propre corps, qu'à Miranda. Tout est différent à travers elle, et à son lecteur d'essayer de prendre du recul pour percevoir ce qui est vrai dans ce qu'elle dit et ce qu'elle renie aussi. Il y a toute une forme de déni qui explique pourquoi elle est condamnée à être là. Une autre de mes inspirations pour créer le personnage de Miranda et toute l'intrigue, c'est l'érotomanie. Alors, qu'est-ce que c'est l'érotomanie ? Alors bien sûr, je ne suis pas psychiatre, donc je vais essayer d'expliquer ça de vulgariser ça de façon que ça soit compréhensible. Vous connaissez peut-être déjà l'érotomanie. En fait, c'est une forme de psychose paranoïaque, une sorte de délire où en fait la personne érotomane est persuadée que quelqu'un l'aime, d'être aimé par une personne. Et cette personne en question, ça peut être un ou une parfaite inconnue, quelqu'un à qui il y a peu de rapport, pourtant la persuadée que cette personne nous aime, voilà. Donc c'est quelque chose qui peut virer au délire, à l'obsession, qui a été travaillé dans la fiction, mais qui a réellement existé. Moi, j'ai découvert l'érotomanie à travers Adèle Hugo, une des filles de Victor Hugo, qui a fini donc
internée parce elle avait suivi un officier, donc elle était persuadée qu'il l'aimait, alors que non, pas du tout. Il y a un film de François Truffaut avec Isabelle Adjani qui s'appelle L'histoire d'Adèle H, que je vous recommande. Et aussi à ce film-là, et il y a un autre film pour le coup qui est fictif, c'est À la folie, pas du tout, avec Audrey Tautou, où vraiment on suit un personnage d'une jeune femme qui est persuadée que un médecin qui a dû lui venir en aide, il l'a soigné une fois, est amoureux d'elle, et ça vient à l'obsession. En travaillant le topos de la mise en hantée, en travaillant le narrateur non fiable, j'ai voulu jouer en fait sur la version des rôles, et être du coup du point de vue du fantôme, et non le point de vue du vivant, ce qui est souvent le cas dans les maisons hantées. Si nous cohabitons avec le fantôme, sans le savoir, celui-ci, il va avoir accès, il va pouvoir voir, entendre, sentir notre vie, notre intimité, et cela à notre insu. Donc tout de suite, ça va créer un malaise, un côté de voyeuriste qui est dérangeant. Et rajoutons à ça si le fantôme en question est érotomane, donc il est persuadé qu'il y a une histoire d'amour entre vous, et qui va développer une obsession envers vous, vous voyez à quel point ça glisse vers le glauque. Et c'est ça que je voulais dans Miranda. Et je dis ça avec un grand sourire. Donc si jamais ce côté glauque vous intéresse, si vous aimez bien travailler, vous plonger plutôt dans la psychologie d'un personnage étrange et torturé aussi, eh bien Miranda est peut-être fait pour vous. Et comme c'est une novella, il fait 120 pages, hein. Donc c'est une lecture rapide que vous pouvez faire d'une traite pour vraiment vous immerger dans cette ambiance si particulière. Et je vous en parle fin septembre, puisque je pense que c'est la saison parfaite, cette transition entre l'été et l'automne. Voilà, c'est parfait pour l'ambiance de Miranda. Alors bien sûr, je vais vous parler de cette œuvre dont je vous ai déjà cité, Picnic à Hanging Rock. Donc je vous recommande trois médias. Vous pouvez lire le roman, donc à la base de tout, Picnic à Hanging Rock de Joanne Lindsay. Pour le coup, je l'ai lu après avoir vu les différentes adaptations. Parce que j'aimais tellement cette ambiance, cette histoire, que j'avais besoin de me plonger dans la base de tout, l'origine de tout. J'ai aimé, il y a peut-être parce que j'ai découvert après coup, j'ai trouvé que c'était pas aussi appuyé cette ambiance dont je vous parlais, nature, décomposition, que j'avais perçue dans le film par exemple. Je l'ai moins senti là, mais ça reste un beau travail sur le fantastique. C'est pas un spoiler de vous le dire qu'il n'y a pas de réponse, et c'est ça qui fait tout l'intérêt du roman. Et d'ailleurs, j'ai appris après coup que l'autrice avait, dans un chapitre qui a jamais été publié, elle avait donné une réponse au mystère, et je suis tellement contente que ça ne soit pas resté dans la version finale. Je crois que ce chapitre qui répond à tout est peut-être disponible quelque part, et je sais que je ne le lirai jamais, ça gâcherait tout. Donc Picnic à Hanging Rock, je vous recommande aussi donc le film des années 70. D'ailleurs, la couverture, l'image est tirée du film. Là, c'est le personnage de Miranda. Et il y a également une adaptation qui doit dater de 2018, je crois. Donc une adaptation australienne, je crois que le film aussi australien. Une adaptation en série, ce qui permet de travailler davantage les personnages. Il y a aussi un côté d'ambiguïté dans la caractérisation des personnages et leur sexualité que j'ai aussi un peu travaillé dans Miranda. Et donc dans cette série-là, elle est pas mal aussi. Il y a notamment Nathalie Dormer, que vous connaissez certainement, j'aime beaucoup cette actrice, qui joue Mrs. Appleyard, donc qui est la directrice de l'école pour jeunes filles de ce pensionnat. Et elle est beaucoup plus développée que dans le roman et le film. C'est un personnage qui est très ambigu dans la série, j'ai beaucoup aimé ce qu'ils en ont fait et le parcours, le développement de son personnage. Donc voilà, je vous recommande les trois, je sais pas quoi vous dire, j'adore tellement cette œuvre, cette histoire, cette ambiance que voilà, les trois, et vous aurez un peu un aperçu de ce que j'ai voulu faire niveau ambiance dans Miranda. Ensuite, je me vois dans l'obligation de vous conseiller la base des histoires de maisons hantées, de fantômes, puisque si vous aimez Miranda, même si Miranda essaye un petit peu de détourner ça, de le faire d'une autre façon en tout cas, et bah c'est fort possible que si vous aimez Miranda, c'est parce que c'est une histoire de fantôme de base. Donc, si ce n'est pas déjà fait, allez découvrir les œuvres suivantes.
Alors nous avons Le Tour d'écrou d'Henry James. Alors moi j'ai plusieurs éditions chez moi, mais je vous présente celle-ci parce qu'elle est illustrée par Mina M et il y a une préface de Vincent Tassi. Donc que des auteurs que j'aime beaucoup. Voilà. Et alors, Le Tour d'écrou, c'est un huis clos aussi. On est aussi dans la tête d'une narratrice qui est donc l'institutrice, la préceptrice qui va être engagée dans ce manoir pour s'occuper de 2 jeunes enfants un peu étranges et il va y avoir des événements paranormaux. Donc il dit narratrice, événements paranormaux, c'est qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc c'est un classique qui a été adapté de nombreuses fois, notamment par Mac Flanagan avec The Antique of Bly Manor que je vous recommande. Les Innocents, qui est un film en noir et blanc qui est sublime et un peu effrayant aussi. Donc voilà, Le Tour d'écrou, un classique. Et si on reste dans les classiques, il y a aussi La Maison hantée de Charlie Jackson. Alors celui-là, ça fait partie des romans qui m'ont fait vraiment flipper. Pourtant, je connaissais déjà l'histoire parce que j'ai découvert The Haunting of Hill House, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est une adaptation assez libre, qui réinvente beaucoup, mais qui est quand même une adaptation du roman de Charlie Jackson. Il y a également La Maison du Diable, qui est très fidèle au roman pour le coup, et qui est un vieux film en noir et blanc, mais qui est pourtant terrifiant. Donc voilà, Charlie Jackson, j'aime beaucoup ce qu'elle a fait, et là, on est sur un classique de La Maison hantée, avec des personnages à la psychologie torturée aussi. J'adore. Il faut bien sûr que je vous parle des autres. Le film d'Amidabar qui date de 2001, je crois, avec Nicole Kidman, qui est un de ses plus beaux rôles selon moi. C'est un peu inspiré du Tour d'écrou aussi, sauf que là, ça va pas être une préceptrice, ça va être une mère avec ses deux enfants qui sont atteints d'une maladie qui fait qu'ils ne peuvent pas être exposés au soleil. La lumière du soleil, il leur brûle la peau. C'est un peu les enfants de la lune, je crois qu'on appelle ça. Et donc, automatiquement, ils vivent enfermés dans le noir, tout même le jour, tout le temps. Le film commence, en fait, leurs domestiques les ont mystérieusement abandonnés, donc elle se retrouve seule avec ses enfants, et des événements paranormaux vont commencer à avoir lieu dans la maison. Il y a d'autres personnes, les autres, qui habitent la maison avec eux. J'adore ce film. Je l'ai découvert au cinéma quand j'étais au lycée, dans l'option au cinéma de mon lycée, sur pellicule, avec la pellicule qui tressaute un peu. L'ambiance était top. Il y a des scènes qui m'ont traumatisée dans ce film, et c'est un film qui m'a fait aussi pleurer toutes les larmes de mon corps. Il est magnifique et c'est un de mes films préférés. Regardez les autres si c'est pas déjà fait. Je vous l'ordonne. Maintenant, je vais vous parler d'œuvres qui ont un semblable qu'on peut associer à Miranda parce qu'elles vont avoir la même ambiance, le même genre de personnage mystérieux, étrange, ambigu. Et je vais revenir sur ma queen, Charlie Jackson, avec Nous avons toujours vécu au château. Alors, il a également été adapté en film avec Alexandra Daddario, je crois. Je l'ai pas vu, donc je sais pas du tout ce qu'il vaut, ce film. Mais en tout cas, il faut lire ce roman. Il est particulier. Il m'a moins fait peur que La Maison hantée de Charlie Jackson, mais il m'a mis mal à l'aise pour le coup. Une autre forme de malaise, un truc plus dérangeant, voilà. Et on suit Marie-Catherine Blackwood qui vit avec sa sœur Constante et leur vieil oncle de mémoire dans une maison. Vraiment, ils sont ostracisés Vraiment, ils sont rejetés du village où ils vivent, ils sont vus comme des marginaux, des reclus par les autres habitants. Parce qu'on apprend rapidement qu'il s'est passé quelque chose dans cette famille, quelque chose d'horrible des années auparavant, ce qui explique la méfiance des autres. Et l'histoire nous est racontée du point de vue de Marie-Catherine, Mary-Cat. Voilà, ça commence comme ça. Je m'appelle Marie-Catherine Blackwood, j'ai 18 ans et je vis avec ma sœur Constance. J'ai souvent pensé qu'avec un peu de chance, j'aurais pu naître loup-garou, car à ma main droite comme à la gauche, l'index est aussi long que le majeur. Mais j'ai dû me contenter de ce que j'avais. Je n'aime pas me laver, je n'aime pas les chiens, et je n'aime pas le bruit. J'aime bien ma sœur Constance et Richard Plantagenet, et l'Amanaïde phalloïde, le champignon qu'on appelle le calice de la mort. Tous les autres membres de ma famille sont décédés. Ça commence comme ça, j'en dis pas plus. Mais par certains aspects, ça m'a fait penser à Miranda. Là, je vais vous recommander une nouvelle que je n'ai pas en ma possession, mais je pense que vous pouvez peut-être la trouver facilement, soit les recueils de nouvelles, soit les têtes libres de droit sur internet.
Bref, en tout cas, je vais juste vous dire le titre et l'auteur. Je vais rien vous divulgacher parce que c'est une nouvelle, donc il faut la découvrir à l'aveugle, faites-moi confiance. C'est Une rose pour Emily de William Faulkner. William Faulkner, c'est un peu un des auteurs les plus connus du Southern Gothic justement. Et donc Une rose pour Emily, j'ai adoré cette nouvelle et franchement, elle m'a vraiment fait penser à Miranda encore une fois, donc allez la découvrir. Là, je vais vous parler de 3 films. Je vais vous parler déjà des proies. Alors, de base, c'est un roman. Le nom de l'auteur m'échappe. Je vous mets tout ça là encore une fois. C'est un roman qui a été adapté plusieurs fois. Il a été adapté en 1971, je crois. Donc à peu près à la même époque que Picnic on King Rock. Il a été adapté avec Clint Eastwood dans le rôle principal masculin. Et il a été adapté plus récemment en 2017 par Sofia Coppola avec Nicole Kidman, Elle Fanning, Kirsten Dunst, donc une actrice que j'adore. À vous de découvrir une des 2 adaptations. Pourquoi ça me fait penser à Miranda? Parce que c'est vraiment, on est dans le sud des États-Unis. Alors on n'est pas à l'époque édouardienne, on est plutôt, puisqu'on est dans la guerre de sécession. Et on va être pareil dans un pensionnat en fait, enfin de jeunes femmes en fait, vraiment d'un huis clos, un endroit où ces jeunes femmes vivent recluses, puisque leurs pères, leurs frères, leurs époux en fait sont partis à la guerre. On est côté sud des États-Unis, donc c'est les pro-esclavagistes, vous voyez un peu l'ambiance, enfin des gens très sympathiques, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, et en fait, elles vont recueillir dans cet endroit où elles vivent entre femmes un Yankee, en fait, donc c'est ce qu'on appelait les soldats du Nord, donc ceux qui étaient les ennemis, qui eux étaient du côté de Lincoln pour l'abolition de l'esclavage. Donc un Yankee qui est joué par Clint Eastwood ou par Colin Farrell dans la version de Coppola. Un homme blessé qui va donc s'introduire dans ce microcosme féminin, ce qui va provoquer des réactions, désir, jalousie, ce genre de choses. Donc vraiment dans un huis clos, il y a le rapport au féminin, au masculin qui est étrange, qui met mal à l'aise, un peu ce qu'il y a dans Miranda. Et le côté, voilà, aussi, c'est pas les mêmes coupes de robes, mais on a quand même des jeunes femmes dans des robes blanches et le côté étrange qui va s'insuffler. Les proies. Et le dernier film que je voulais vous recommander, c'est Le secret des Marrowbone, qui date de 2017 d'ailleurs aussi, je crois. Avec, il y a des actrices que j'aime beaucoup, il y a Anya Taylor-Joy, il y a Mia Goth aussi, il y a l'acteur qui joue dans Stranger Things, Charlie, je ne sais plus comment. L'ambiance m'a fait penser à ça. On va être aux États-Unis dans les années 60. Alors, il faut savoir qu'il y a une partie de Miranda qui se passe dans les années 60, puisque la narration s'étire dans le temps. Donc, on est dans les années 60 et on va suivre en fait une fratrie, les Marrowbone. Donc, il y a l'aîné, après il y a la sœur. Enfin voilà, ils sont 4. Ils sont assez grands, sauf le dernier qui est assez petit, qui vivent dans une maison isolée. Et sauf qu'un jour, en fait, leur mère va décéder et ils vont cacher le décès de leur mère pour pas être séparés. Sauf qu'il y a... Les mois passent, ils doivent vivre un peu en se débrouillant tout seuls. Sauf qu'on comprend très vite que leur père, en fait, qui est violent, alcoolique, une ordure, les recherche. Donc ça va traiter de la violence intrafamiliale aussi, ce qui est aussi un thème qui est abordé dans Miranda. Et il va aussi avoir un côté fantastique parce qu'on sent qu'il y a une présence dans la maison des Marrowbone. Voilà. Et pour terminer, là c'est plus éloigné que Miranda. Mais je vais vous en parler quand même parce que j'avais vraiment adoré découvrir cette autrice. C'est Juste que dans la terre de Sue Ransford. Là, on a aussi une ambiance southern gothique. C'est un roman qui est très étrange. En fait, on suit donc Ada, notre personnage principal, qui vit isolée avec son père. Ils sont vraiment vus comme des marginaux, des gens étranges, un peu le côté sorcière et tout. Et elle a un pouvoir vraiment... Ada, c'est de pouvoir soigner les gens avec ses mains. Elle va venir tâter et extraire physiquement le mal, donc elle va tâter dans la chair et tout. Et il y a un côté vraiment très très glauque, il y a une version, et c'est l'horreur au féminin, puisqu'elle va aussi découvrir ses premiers émois amoureux, ses premiers désirs avec ce jeune homme qui s'appelle Donovan, quelque chose qu'on retrouve Miranda quand elle rencontre Allen. Donc voilà, c'est vraiment un roman
de sensations étranges. Il est inqualifiable. Enfin, et vraiment ce côté vraiment poisseux du sud des États-Unis. J'ai adoré ce roman. Et de Sue Ellsworth, j'ai aussi pris Jour de sang, que j'ai pas encore lu, mais qui a l'air un peu aussi étrange. Voilà. Je l'avais loupé aux Imaginales en 2024, j'ai été dégoûtée, donc j'espère la rencontrer un jour. Et voilà pour mes recommandations d'œuvres qui pourraient vous faire penser à Miranda et que vous pourrez aimer si vous aimez Miranda et vice versa. On arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Alors, outre vous présenter un de mes romans, je voulais aussi lui rendre un hommage en quelque sorte, puisque vous le savez peut-être déjà, mais les éditions du Chat Noir, donc, qui ont fait naître Miranda, vont fermer leurs portes en 2026 malheureusement. C'est une page qui se tourne. Et je vous avoue qu'à l'heure actuelle, je sais pas si Miranda reverra le jour ailleurs. C'est une novella, donc un format court, comme je vous disais, ça se faisait peu, encore aujourd'hui ça se fait peu. C'est du novella et fantastique et elle a déjà vu une vie éditoriale. Donc recaser un tel projet, je ne sais pas si ça sera facile. Donc potentiellement, Miranda achèvera sa vie éditoriale en 2026 avec la fermeture du Chat Noir. Donc si jamais cette vidéo vous a donné envie de le découvrir, si jamais ce que j'ai présenté, ce que j'ai expliqué vous a plu, et bah c'est l'occasion, là c'est les derniers mois pour vous procurer Miranda. Avant qu'il ne soit peut-être trop tard. Et j'en profite pour dire que le samedi 4 octobre, je serai aux Aliénales, donc un salon littéraire près de Lille, sur le stand du Chat Noir, où vous pourrez trouver Miranda, vous pourrez le prendre en main propre si vous voulez. Donc si vous êtes du nord de la France, n'hésitez pas. Ou venez me rencontrer avec votre exemplaire, je ne sais pas, je serais ravie de discuter avec vous. Mais voilà, voilà pour Miranda, c'est un personnage que j'ai adoré écrire et je sais qu'il a trouvé écho, c'est certains lecteurs, certaines lectrices, c'est un personnage qui a fait réagir, dont je suis très fière. Peut-être que son histoire s'achève là, mais je suis contente d'avoir parcouru sa psyché en votre compagnie. Je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine. On se retrouve donc nous la semaine prochaine, dimanche prochain, pour une vidéo dédiée à la Dark Academia. Sur ce, je vous fais de gros bisous et à bientôt!